Le droit du travail est en constante évolution. Il évolue au gré des modifications législatives, des jurisprudences et des avancées de la doctrine. Comment les entreprises du secteur numérique peuvent-elles appliquer ces évolutions à la convention collective du Syntec numérique? C'est l'objet de cette nouvelle émission Face au droit social. A tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux experts en la matière. Maître Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith, c'est ça? Oui. Et Michael Hayat, bonjour, vous êtes conseiller prud'homme, mais vous intervenez aujourd'hui sur ce plateau en qualité de délégué aux affaires sociales au Syntec numérique. Bonjour Roxane. Bonjour à tous les deux. Et nous allons parler, pour ce premier épisode, nous allons débattre sur le forfait jour. Un bref rappel des faits avant de commencer. Le forfait jour a été donc instauré au sein du Syntec numérique en 1999, c'est ça. Mais il a été, pour les autres corps de métier, instauré par la loi Aubry II en 2000. Récemment, la Cour de cassation a statué sur le cas d'un salarié qui a poursuivi son employeur, qui a fait un pourvoi en cassation pour récupérer les heures supplémentaires pour qu'elles soient payées. Et la Cour de cassation lui a donné raison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors il s'agit effectivement d'une affaire qui est venue jusque devant la Cour de cassation par un salarié qui cherchait à faire valoir que le forfait jour qui lui était appliqué, en réalité, était illégal ou en tout cas ne lui était pas applicable, faute pour son employeur d'avoir respecté les dispositifs de mesure du temps de travail. Il a invoqué un certain nombre d'arguments. L'un des arguments était l'application de la Charte européenne des droits sociaux, qui est un texte européen, mais qui n'est pas un texte d'application directe en France, ce qui était un des problèmes qu'il fallait que la Cour de cassation juge, ce sur quoi elle ne s'est pas prononcée de façon directe. Et puis également la problématique qui va avec le forfait jour, qui est de savoir si l'on respecte les 11 heures de repos entre la fin d'une journée et le début de la journée suivante, et le repos hebdomadaire, repos dominical, le repos du dimanche. Voilà, on rappelle donc le forfait jour, ça concerne les personnes dont l'activité ne peut pas se prêter aux 35 heures, donc à respecter les 11 heures de repos consécutifs par jour. Et un maximum par semaine également, non? Non, alors il n'y a pas de maximum par semaine. Beaucoup de commentateurs ont parlé des 48 heures maximales par semaine. Ça ne s'applique qu'aux personnes dont le temps de travail est décompté en heures, ce qui précisément n'est pas le cas des personnes en forfait jour. Et c'est toute la problématique puisque ça amenait dans cette argumentation de ce salarié, il prétendait que ça pouvait permettre aux employeurs de faire travailler les salariés 13 heures tous les jours, puisqu'il y a 24 heures dans une journée, 11 heures de repos, 13 heures tous les jours, sauf le dimanche. 6 x 13, 78 heures, évidemment, 78 heures par semaine, ça pose quelques problèmes à la santé humaine si c'est conservé pendant une durée trop longue. Et vous allez nous parler de santé humaine justement, Michael. En tant que délégué social, comment ce forfait jour est perçu par les entreprises du numérique? Alors le forfait jour est très bien perçu par les entreprises du numérique. La jurisprudence de la Cour de cassation un peu moins, puisque celle-ci a été très anxiogène, car il a été compris suite à cette jurisprudence qu'elle allait invalider des conventions collectives, ce qui d'abord est tout à fait impossible. La Cour de cassation n'invalide pas des conventions collectives, elle contrôle juste l'application d'un texte parmi d'autres textes qui s'appliquent peut-être, et en l'occurrence c'est le cas, simultanément. Et la question est de savoir si la convention collective Syntec, des bureaux d'études dites Syntec, permet une application du forfait jour dans les entreprises compatible avec les autres dispositions qui touchent à la santé ou au respect justement des maxima. Alors évidemment, le texte le permet et le prévoit. Le texte de la convention collective des bureaux d'études est sans ambiguïté. Il y a un renvoi explicite aux dispositions législatives concernant le temps de travail maximum et il y a des dispositions prévues pour le contrôle du temps de travail. Alors, ces dispositions, on les trouve au chapitre 7 de l'accord du 22 juin 1999 et globalement, tout l'accord régulièrement mentionne la réduction du temps de travail, met en place une commission de suivi de son application et on ne peut pas aujourd'hui, en l'état de la jurisprudence et du texte, trouver d'incompatibilité entre la décision de la Cour de cassation et l'accord qui s'applique dans les entreprises du numérique.
Mais alors, la santé des employés qui sont soumis à ce forfait est-elle réellement en danger? Non, pas du tout. La convention collective prévoit très clairement, et d'ailleurs la loi prévoit très clairement, que le suivi donc, du temps de travail doit être effectué, qu'un entretien, ça c'est la loi, doit être réalisé avec les personnes dont le temps de travail est décompté en forfait jour pour s'assurer que leur charge de travail n'est pas trop importante. Et globalement, la difficulté se trouve peut-être plus au niveau des entreprises qui n'appliqueraient pas les textes qu'au niveau des textes qui sont très clairs et qui protègent parfaitement les salariés s'ils sont respectés. D'accord, très bien. Oui, pas toujours facile à respecter. Dans la pratique, pas toujours facile à respecter. Ce débat soulève une autre question, qui est celui du temps de travail en général. Nicolas, vous pensez que le concept temps de travail est obsolète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est au-delà du concept temps de travail, c'est l'origine de l'histoire. La notion de temps de travail telle qu'elle a été découpée est une notion qui est très tayloriste. On découpe le temps en heures et on considère que les gens fournissent des heures de travail à leur employeur. Alors c'était sûrement très adapté quand on parlait des usines avec des gens postés qui faisaient toujours la même chose. Quand on parle d'une activité comme les activités de service par exemple, et les activités de service c'est Syntec, c'est beaucoup plus compliqué parce que les missions qui sont affectées peuvent être fluctuantes, donc le temps qu'on y consacre peut être fluctuant. Le type de salariés dont il ne s'agit pas de salariés qui sont postés, c'est des salariés qui ont une certaine autonomie dans la définition de leur mission, dans la définition de leur travail. Ils peuvent arriver plus tard le matin, partir plus tard le soir, souhaiter rester la nuit entière parce qu'ils veulent finir un projet. Donc on a un déplacement de la notion de temps de travail qui aujourd'hui n'est plus adaptée telle qu'elle est définie par la loi, n'est plus adaptée à un certain nombre d'activités. Ce n'est pas les activités qui doivent se contraindre à rester à l'intérieur d'un champ normatif qui est extrêmement contraignant, extrêmement raide. C'est en fait la loi qui devrait évoluer et je pense que l'apport des technologies de la communication, des BlackBerry, de Internet partout, des personnes en mobilité, etc., va encore accroître cet écart entre la notion de temps de travail telle qu'elle est aujourd'hui et même le forfait et la réalité du travail qui n'est plus un travail mesurable. On n'est plus sur de la qualité, sur quelque chose qui tient à la mission qu'on demande aux salariés, que sur le temps qu'il fournit à son employeur. En plus, le forfait jour concerne des cadres. Par définition, le cadre est autonome, il ne pointe pas, il sait à peu près, il connaît ses missions et donc oui. c'est pas adapté. Vous avez raison, Roxane. En même temps, on peut depuis 2008 adapter le forfait jour à des gens qui ne sont pas des cadres, des gens dont l'autonomie est même plus limitée. Ça peut poser des problèmes d'ailleurs. Plus on met de gens au forfait, plus il y aura potentiellement de contentieux de personnes qui contesteront la possibilité d'utiliser le forfait. Mais pour moi, le temps de travail tel qu'il est défini n'est plus tout à fait d'actualité et le forfait tel qu'il existe aujourd'hui, en particulier depuis cet arrêt du 29 juin, est une conception complètement obsolète et il faut se préparer à ce qui va se passer après et il faut commencer à réfléchir à ce qui va remplacer le temps de travail au sens large. Alors qu'est-ce qui pourrait venir remplacer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors, le problème du temps de travail est probablement, alors je ne veux pas aller contre mon éminent voisin, mais le problème du temps de travail est à mon avis un problème secondaire aujourd'hui au regard du problème qui semble être celui qui préoccupe le plus la jurisprudence en France, qui est, on y revient, le problème de la santé. Et au-delà de ça, le problème du management des personnes qui doivent exister en tant qu'individus respectés au sein de l'entreprise. Alors, le respect de l'individu au sein de l'entreprise, ce n'est pas nouveau, ça fait plusieurs années, mais aujourd'hui, au-delà du respect de ses droits, arrive le respect de sa santé, de son individualité. Et par conséquent, le temps de travail est un aspect de cela. Ce qui pourrait suivre, donc, n'est probablement pas, mais c'est un peu Madame Irma, une modification fondamentale du décompte du temps de travail, car je pense qu'il y aura toujours des gens dont le temps de travail sera décompté en heures et d'autres dont le temps de travail, à cause de l'évolution du travail, de la mobilité, c'est ce que dit le Conseil d'analyse stratégique, on prévoit que dans une dizaine ou une vingtaine d'années, la mobilité sera quelque chose de répandu. Bref, le temps de travail sera peut-être un peu plus flou. Il restera toujours que les garanties sur la santé, sur l'écoute que l'on peut porter aux gens dans les entreprises seront, à mon avis, renforcées par le droit qui amènera les entreprises à se pencher plus sur la façon dont elles travaillent avec les gens plutôt que la façon ou le temps durant lequel elles les fait travailler.
Ce qui revient, donc vous n'êtes pas du tout en contradiction avec moi, ce qui revient à dire que on devrait remplacer la notion de temps de travail par la notion de qualité de travail. Pas la qualité que le salarié fournit, mais la qualité ou la mission que le salarié accomplit pour son employeur. Et on peut imaginer arriver un jour dans un système dans lequel on donne une mission à quelqu'un et peu importe le temps qu'il va mettre à la remplir. Alors la mission, ça peut être de vendre 250 baguettes dans la journée, donc c'est la vendeuse dans la boulangerie. Quand elle a vendu ces 250 baguettes, elle a fait son travail. S'il lui faut 8 heures pour les vendre, elle met 8 heures, mais si il lui faut 5 heures parce que c'est une bonne vendeuse, eh ben, il lui faudra 5 heures. Et on pourrait imaginer que le temps de travail qui va avoir de moins en moins de sens pour les gens qui ne travaillent plus. On a connu les bureaux virtuels d'un de vos adhérents, je crois Accenture, qui avait créé l'idée du bureau virtuel en disant finalement les bureaux ça ne sert à rien, les gens sont en mission à l'extérieur, c'est très vrai chez Syntec, les gens sont à l'extérieur et pourtant ils travaillent. Alors aujourd'hui on dit, et c'est mal parce qu'ils travaillent au-delà de la durée de leur forfait, parce qu'ils continuent à envoyer des emails à 23 heures et ils se réveillent le matin à 7 heures et ils recommencent à regarder leurs emails et ils ne respectent pas les 11 heures, ça c'est la version aujourd'hui, mais si on fait un peu de prospective, on peut se dire que demain, ce qui sera important, c'est d'arriver à définir, c'est très difficile, définir des missions pendant une période, une semaine, 15 jours, un mois, un trimestre, une année, et dire il faut que ces missions soient accomplies, je vous fais confiance et je vous demande d'accomplir la mission. Oui. Vous accomplissez votre mission d'une manière encadrée, organisée avec le reste de l'entreprise, mais vous accomplissez votre mission, et si elle est accomplie, elle est accomplie. Et si vous êtes plus rapide, plus rapide. C'est un forfait ce que vous décrivez. C'est un forfait de temps qui peut aller au-delà du jour, à la semaine ou au mois, mais vous décrivez un forfait. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. C'est la façon d'appliquer le forfait qui peut être différente. Beaucoup d'entreprises ont du mal à appliquer le forfait à cause de la règle un peu raide des 11 heures. Et c'est très très compliqué. La règle des 11 heures, par nécessité, on revient sur ce qu'on disait, doit être appliquée puisqu'elle permet à l'être humain de vivre bien. La question n'est pas de savoir si on doit donner du repos ou pas du repos pour du repos. La question est qu'au fur et à mesure, le travail va se tourner, c'est ce que la Cour de cassation amène, vers le bien-être des gens. Et pour que le bien-être soit réel, il faut que les gens se reposent. On parle de santé des employés, bien sûr, il faut s'en préoccuper, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques pour l'employeur? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abus de la part du salarié? Maître, vous en pensez quoi? J'en pense qu'il y a effectivement un effet d'aubaine contre lequel les entreprises doivent lutter. C'est le cas du salarié qui, en fait, prépare sa sortie sans que quelque chose se passe mal dans son entreprise et qui va, pour avoir un levier dans le contentieux, essayer de créer éventuellement de manière artificielle des heures supplémentaires, soit parce qu'il est lui-même aux 35 heures, soit pour pouvoir démontrer qu'en étant au forfait, on ne respecte pas dans son entreprise les 11 heures. Et pour ça, il va envoyer systématiquement pendant un certain nombre de semaines avant le moment fatidique qu'il voit arriver, il va imprimer le dernier email qu'il envoie le soir assez tard, il l'envoie vers 23 heures, et puis le premier email du matin qu'il envoie vers 7 heures en se réveillant. Donc personne ne va s'en rendre compte dans l'entreprise, d'abord parce que c'est souvent monnaie courante, et puis parce que personne ne s'attend à ce qui va se passer. Et au moment où se passe effectivement la rupture du contrat, le salarié ressort une dizaine de jours ou une dizaine de semaines, ce sera plus précis sans doute, et il va dire, voyez, on me fait travailler de 23 heures à 7 heures de 7 heures du matin pratiquement à 23 heures, quasiment sans interruption à cause des BlackBerry et autres. Et là, ça crée un effet d'aubaine puisque ce sont des heures supplémentaires ou la possibilité de demander à ce que son forfait finalement lui soit reconnu comme non applicable parce qu'il ne respectait pas ces 11 heures, qui sont totalement artificielles. Et il y a un vrai risque pour les employeurs sur ce sujet-là. Quelle solution? On disait peut-être empêcher les envois d'emails le soir, essayer de discipliner les chefs d'équipe pour préciser qu'ils envoient un mot parce qu'il est 20h et qu'ils ont une idée, mais qu'ils ne veulent pas qu'on leur réponde avant le lendemain matin, que ce n'est pas urgent. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael? C'est un cas qu'on voit, je ne peux pas dire fréquemment, mais on peut croiser ce type de situation au conseil de prud'homme où on a des dossiers dont on se rend bien compte, on le sent, que le dossier a été constitué bien auparavant dans cet objectif-là. Et en face, on a des défenseurs qui se trouvent avec bien peu de pièces parce que l'employeur manquant de vigilance, considérant ces emails comme étant anonymes, emails ou autres, et il y a d'autres éléments possibles, ne réagit pas et ne rappelle pas constamment la règle qui doit être affichée dans l'entreprise, qui doit être rappelée à la moindre occasion lorsqu'il le peut en réaction à ce type de situation. Et donc, le défenseur arrive avec un dossier vide, lequel dossier vide ne fait pas le poids, quelle que soit l'opinion du juge et des juges, parce que l'opinion est souvent partagée par l'ensemble des juges du conseil de prud'homme. Les éléments de preuve
quoi qu'on puisse en penser, vont dans le sens d'un accablement de l'employeur, alors que celui-ci n'est absolument et totalement étranger au dossier qui a été constitué contre lui. Je voudrais rebondir aussi sur les nouvelles technologies, vous en avez parlé plusieurs fois, le BlackBerry. Aujourd'hui, le fait qu'on ait des outils qui nous permettent de consulter nos mails à toute heure du jour et de la nuit rend plus difficile cette barrière entre la sphère privée et la sphère professionnelle, puisqu'on peut checker ses mails le matin en se levant, le soir en se couchant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette nouvelle dimension ? Alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par des entreprises, d'ailleurs des entreprises dont certaines sont adhérentes de Syntec, consistant à dire, par exemple, il est interdit d'envoyer des emails après 19h. Donc, il y a des systèmes que tout le monde a hein, dans les logiciels principaux, Outlook pour ne pas le citer notamment, mais Lotus Note fait la même chose, où on prépare si on veut préparer ses mails le soir, on les prépare, mais ils ne partiront pas si c'est passé 19h, ils restent stockés dans l'appareil et le lendemain matin à 9h, ils partent. C'est une des manières de faire. Il y a des vendredis sans email que je connais dans certaines entreprises, où on n'a pas le droit d'envoyer d'email, donc on se déplace. Alors ça impose qu'on soit sur un même site, évidemment, parce que si ce sont des gens qui sont loin ou dans un autre pays, ça paraît un peu compliqué, mais voilà, le vendredi sans email. Alors il ne faut pas que le vendredi sans email, comme disait le professeur Jean-Emmanuel devienne un lundi avec double mail. Se transforme avec un jeudi avec un monceau d'email et un lundi avec double mail. Évidemment, c'est la problématique. Donc il faut faire appel, je pense, à la responsabilité des salariés, qui sont quand même assez responsables globalement, à la responsabilité des employeurs qui sont très conscients de leurs enjeux de santé au travail et qui sont toujours maintenant très inquiets avec ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de résultat, qui ne veulent pas qu'on leur reproche le suicide d'un salarié ou simplement la dépression d'un salarié qui aurait été en surtravail, en surcharge de travail. Mais simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, Mickaël, il y a quand même quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de soviétique à imposer les 11 heures de travail. Les 11 heures de repos, les 13 heures de travail, les 11 heures de repos dans le forfait, les 11 heures de repos, je trouve qu'il y a quelque chose de soviétique car nous n'avons pas tous les mêmes besoins de sommeil, nous n'avons pas tous les mêmes besoins de divertissement, nous n'avons pas tous des charges de famille, donc il y a des gens qui sont jeunes, qui ont envie de se donner à fond dans un travail et qui veulent travailler plus tard parce qu'ils veulent avancer, parce qu'ils veulent progresser dans l'entreprise, des gens qui ont des enfants qui veulent rentrer plus tôt pour s'en occuper, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, donc qui sont plus fragiles et qui veulent partir plus tôt du travail, etc. Et je trouve que cette notion de 11 heures est soviétique et il y va probablement de l'avenir de l'Europe, puisque c'est une notion européenne qui découle de la directive sur le temps de travail. Il y va de l'avenir de notre région, notre pays, mais de notre région, d'assouplir ce genre de choses pour compter sur la responsabilité des gens. Donc l'adapter au cas par cas. En tout cas, le laisser libre et laisser les gens libres de choisir. Et je pense que ce n'est pas de l'ultralibéralisme, c'est simplement le fait que le marché se régulera tout seul et que quand des entreprises diront « vous rentrez chez nous, mais chez nous, il n'y a que 5 heures pour dormir », eh bien, ils ne trouveront pas de salariés. Donc, ils seront obligés de revenir à des choses qui seront peut-être 11 heures, peut-être 10 heures, peut-être 8 heures. Mais j'ai déjà entendu chez des entreprises comme les vôtres, des salariés, reprocher à leur employeur que les lumières s'éteignent et que les ordinateurs s'éteignent à une certaine heure en disant « mais moi, j'ai envie de continuer à travailler » et je pense qu'on ne peut pas empêcher ce genre de choses-là. Je vais vous laisser conclure là-dessus, Mickaël. Soviétique, je ne sais pas. Biologique, très probablement. Et effectivement, vous avez raison, il y a toute une frange de la population, tout le monde n'est pas salarié, qui peut travailler très longtemps. Les étudiants, par exemple, votre profession, les avocats, par exemple. Mais malgré tout, il y a une règle qui aujourd'hui a été établie, que je n'ai pas à défendre ni à attaquer ici, qui dit que les gens doivent se reposer 11 heures, y compris quand ils sont soumis au forfait jour, et c'est de cela dont on parlait. Aujourd'hui, la convention collective des bureaux d'études permet le respect du texte, les entreprises qui l'appliquent ne sont pas en danger, et en ce qui concerne les notions médicales et biologiques du repos, je pense qu'il faudra faire une autre émission, je ne suis pas compétent là-dessus. Merci monsieur pour ces éclairages sur le forfait jour, et à très bientôt pour un nouveau débat. Bientôt.